Alors, je pense qu'on a un petit côté franco-américain déjà Étonnamment. dans la musique aussi. Où lui, Ça c'est donne quoi quelqu'un. alors? Déjà, ce côté où on chante en anglais avec Brassens des. qui fait de la country. Comment fait-on pour s'exprimer lorsque nos idées débordent de notre vase artistique, mais que la vie parsème notre quotidien de tâches professionnelles? La période Covid a été riche en enseignements. Certains se sont alors posé la question du sens. Quel est le sens de ce que je fais? La vie pro est souvent intéressante, du moins à court terme, mais la succession de petits travaux n'est pas forcément ce qui remplit notre coupe ou nous montre la voie. Dans le cas de Casey Chase, la chanteuse et comédienne s'est mise à faire de la place pour de l'introspection. J'ai récemment entendu un neurologue parler du pouvoir de l'ennui. À l'ère de Netflix et des réseaux sociaux, tout nous empêche de ressentir de l'ennui, contrairement aux générations passées. On trouve ça bien, sur le moment. Et puis on se rend compte que l'ennui a son utilité, pour de l'introspection notamment. Et l'introspection nous aide à trouver le sens à ce que nous faisons. Comme son patronyme l'indique, Casey est bilingue. Elle nous parle de la différence entre le français et l'anglais, parler et chanter. Pourquoi souvent les textes écrits sont plus riches en français? Pourquoi souvent les textes chantés sont quant à eux bien rythmiques en anglais? On parle de la spatialisation de la voix, on parle du travail de Casey la comédienne en animation, notamment sur de la création. Casey fait souvent et de façon bluffante des enfants. Alors comment faire un petit garçon ou une petite fille de façon crédible? On écoute Casey, le rayon de soleil qui vient répondre et nous offrir une cure de vitamine D. Tu fais genre un clap? Ouais, à J'ai chaque pas fois fait que les bien gens en face, à chaque- j'ai juste tapé dans ma et propre surtout les gens main. à chaque fois qu'ils font des claps, ils font. Puis ils restent comme ça. Moi j'ai besoin de. Tu vois Oui, Voilà, c'est il top. faut un C'est son canon. pas trop mat, bien sûr. Non, le son on s'en fout en fait. C'est juste l'image, faut que ce soit super court Oui, pour sinon que je on puisse. dirait que c'est le même moment en boucle C'est-à-dire que je vais comme ça. galérer à trouver le moment où les mains se touchent. Tu vois. J'avoue. Mon second clap fera office de clap officiel. C'est vrai? Ok. Ouais. Tu fais pas de clip? Vous faites pas de clip? De clip, si. Tu fais pas des claps Si, sur si. où il y a des gens qui ont un clap? Un petit clap Ah ouais, officiel. Non, en vrai, on fait des claps de main aussi parfois. voilà. C'est pas toujours des grosses prods. Tu vois, donc c'est peut-être pas ton deuxième, t'en as déjà fait plein en fait. C'est ça. Tu t'as oublié. T'as oublié ces claps. Ils vont t'en vouloir à jamais. Comment est-ce que tu gères ta schizophrénie artistique? Oh. T'arrives à nourrir la chanteuse et la comédienne à parts égales? Ouais, en changeant pas mal mon emploi du temps. J'ai eu une période où j'ai fait énormément de studios, doublage, dessins animés, films et tout ça. Et j'ai absolument adoré. Mais c'est vrai que j'avais moins de temps pour la musique, à part les chansons que je faisais pour tous ces projets, ce qui était assez génial, hein. Franchement, c'est une période que j'ai vraiment trop aimé. Mais j'ai dû commencer à réaménager un peu mon emploi du temps pour justement retrouver ce moitié-moitié dans la répartition du temps et créer de l'espace pour la musique, ma musique avec mes différents projets. Et donc, il a fallu apprendre à dire non ou apprendre à juste réaménager l'espace. Parce qu'en fait, quand tu fais de la musique, quand c'est pour toi, il faut du vrai temps pour le faire. Tu peux pas te dire, je vais faire 1 heure là entre 2 studios. Il faut une vraie journée, il faut une vraie demi-journée, il faut de l'ennui, il faut du vide. Tu parles pour composer, pour avoir les idées, pour... Exactement, Ouais. pour venir le combler, enfin combler le vide par de la créativité. Donc, à un moment, je me suis dit, j'ai plus trop le temps pour faire ma propre musique et je crois que c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Donc, ça vaut le coup de réaménager un peu le temps et de garder un petit peu de temps pour moi. C'était surtout ça. J'avais un peu du mal à dire non avant parce que, qu'elle kiffe tous ces projets. Puis on travaille avec des personnes incroyables. Donc, j'avais cette boulimie de projets, cette euphorie de faire tout ça. Et j'ai aucun regret. C'était incroyable. Mais à un moment, je me suis dit, trop génial. Mais il faut que je recrée de l'espace. Donc, c'était vraiment une prise de décision assez logistique, tu sais, très concrète de « Ok, comment je crée plus de temps? Il faut que je fasse des choix. » Et pourquoi j'ai mis il faut ça en place. T'as ressenti un vide, un manque? Ouais, alors, pas très original, mais le confinement. Ah, bien sûr, ok. T'as dû avoir pas mal de réponses comme ça, mais tu sais, tout s'est arrêté d'un coup. Et on pouvait plus trop bosser à part justement faire plein de musique, écrire. Et je m'étais jamais déconnectée de la musique, elle faisait toujours très partie de ma vie, mais la partie composition ou même projection de produire son propre projet, je l'avais un peu mise de côté depuis un moment. J'en avais fait avant et là c'était hyper agréable. Enfin moi j'ai eu de la chance d'avoir un confinement assez doux où j'ai pu me dire je vais en profiter pour faire de la musique. Et le moment où ça a repris et où le marathon a repris, je me suis dit, trop génial, euphorie de retrouver tout le monde et tout ça. Mais il me manque quand même ces petits moments d'introspection, en fait,
où tu peux traduire tes émotions, tes pensées en chansons. Et moi, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et tu dirais que l'acting, ça nourrit moins artistiquement? Alors non, par exemple, là, si tu me dis t'arrêtes tout l'acting, j'aurais une boule dans le ventre. Ouais. Parce que ça aussi, ça fait vraiment partie de ma vie. Et je pense au contraire que, comme tu disais, il y a cette schizophrénie, mais qui est très, très joyeuse, où je trouve vraiment que les projets se nourrissent et où, par exemple, le travail en doublage, moi, m'a, je pense, rendue meilleure comédienne au théâtre ou en tournage, parce qu'en fait, tu travailles des choses différentes, ça nourrit, tu t'apprends plein de choses. Et toute cette expérience, cette sensibilité, cette connexion à tes émotions, c'est aussi quelque chose que tu retrouves dans l'écriture musicale. Donc, j'aime beaucoup passer de l'un à l'autre. Je pense que mon plus grand amour, c'est la musique, parce que c'est le premier art que j'ai côtoyé en grandissant. Okay. Mais très vite, ça a été lié au théâtre, parce que y a eu la scène, les comédies musicales, des choses comme ça. Donc très vite, il y a eu ces deux passions qui sont très liées. Et puis aussi en chanson, je trouve qu'on raconte des histoires. Parfois, c'est les siennes, parfois, c'est celles d'autres personnes. Mais il y a quand même cette vocation à partager une émotion. Et je pense que ça, c'est l'élément commun. Donc j'aime tout ça. Top, elle est pas mal cette réponse. Ça commence bien, dis donc. Équipée. Je suis un peu pipelette, là, je me rends compte que je te fais une logorée non, c'est de bien. mots. En plus, avec la gestuelle. C'est l'arrière-grand-mère italienne. Ah, c'est pour ça, d'accord. C'est un melting pot incroyable. Qu'est-ce qui t'a attiré à l'art? Des parents qui sont dedans? Complètement. Moi, j'ai 2 parents intermittents du spectacle, Okay. chanteurs. D'ailleurs, c'était très drôle quand j'étais petite au primaire, ou quand les gens me demandaient ce que faisaient mes parents. Je disais, bah, ils chantent, ils font de la musique. Ils me disaient, ah, mais ils sont connus. Et je disais, bah non. Et ça, ah, bah ils font quoi alors? Je disais, bah ils font de la musique. Mais ils sont connus du coup. Je disais, mais non, il y a plein d'autres métiers. Et c'est vrai qu'ils ont fait énormément de studios et aussi de concerts pour des événements, pour des lieux. Ils ont fait, je pense, des milliers de concerts dans leur vie. Et on a toujours chanté ensemble à la maison. Il y avait toujours de la musique. Okay. Donc moi, j'ai appris à chanter en faisant des chœurs avec mes parents. C'est vraiment très américain. Trop bien. C'est ça. Et ça s'est toujours fait de manière assez spontanée, tu sais, à la maison. T'as des frères et sœurs? J'ai une grande demi-sœur. Okay. Avec laquelle j'ai pas habité, mais que je voyais très souvent, et okay. qui est trop fan de musique aussi. Donc ça faisait pas un quatuor, ça faisait un oui, trio c'est vrai. quand même. Okay. J'ai un peu plus grandi en trio. Ouais. Mais donc, je me souviens même pas de comment ça a commencé, tellement ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis le tout début. Et c'est aussi, mine de rien, je pense que c'est pour ça que je te disais, c'est ma plus grande des passions, parce qu'en fait, je crois que c'est aussi lié à, tu sais, à l'amour, à la famille, au partage. Donc en fait, c'est mes plus vieux souvenirs d'émotions joyeuses, de se sentir bien, Ouais, c'est pour ça, je crois que s'il fallait faire un petit podium, je le mettrais tout là-haut. Donc là, la musique, c'est ta Madeleine de Proust. Ouais, exactement. Ok. C'est ma comfort zone. Ok. Tiens, d'ailleurs, très intéressant. Alors ça, c'est un avis qui va déplaire à pas mal de gens, je pense. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens. En tout cas, je trouve que la langue française, toi qui es bilingue, et qui a la double nationalité même, je trouve que la langue française, elle est excellente pour les textes écrits. Ouais. Quand je dis excellente, pour moi supérieure à la langue anglaise pour les textes écrits. Pour la poésie, la littérature. Exactement. Ouais. En revanche, pour tout ce qui est parlé et encore plus chanté, pour moi l'anglais est supérieur, et je pense que ça vient du fait que, notamment, les mots sont plus courts en anglais. Du coup, tu peux mieux les rythmer. C'est vrai. Les mettre, C'est aussi un rapport de consonnes et de voyelles et d'air. Il y a quelque chose dans l'anglais où, contrairement au français, je te dis ça, moi j'ai un biais, c'est que j'ai grandi en écoutant à 95% de la musique anglo-saxonne. Okay. Donc j'ai vraiment découvert plutôt sur le tard la musique française via des amis. Et maintenant il y a des choses, il y a des chansons françaises que j'adore absolument. Mais c'est vrai que ma première culture, c'est de la musique américaine, anglaise, des années 60, 70, 80. Tu vois, j'ai vraiment grandi avec ça. Et donc, spontanément, je suis plutôt allée vers ça quand j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Après, j'adore aussi chanter du français pour le boulot, pour plein de projets. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le français, il y a presque la même valeur pour les voyelles et les consonnes dans les mots. On accorde presque le même temps pour les voyelles et les consonnes. Alors que l'anglais,
la consonne est un rebond pour aller vers la voyelle. Les voyelles en anglais sont plus larges, sont plus grandes, plus résonantes. Souvent, quand j'essaye d'aider quelqu'un avec la prononciation anglaise, je lui dis souvent de prolonger ses voyelles. Élargir les voyelles. Élargir les voyelles. Ouais. Et donc déjà, pour moi, de base, c'est une langue qui est plus chantante parce que tu as plus l'occasion de vibrer. Tes cordes vocales, elles vibrent sur les voyelles. Donc en fait, tu as plus d'air qui passe, plus de son et plus de possibilités déjà de vibrer dans le mot. Encore une fois, c'est une question d'habitude. Tu as des gens qui font vibrer le français absolument magnifiquement. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un plus grand challenge à faire bien sonner le français parce que intrinsèquement, la langue a accorde plus d'importance aux consonnes que l'anglais. Donc je trouve que c'est assez flagrant. Et c'est pour ça que je trouve que les gens qui arrivent à faire sonner le français, c'est vraiment médaille d'or de la classe, quoi. Chapeau bas. Okay. C'est ça. Bon, ok, bon, ça va, je suis pas complètement à côté de la plaque et puis je suis complètement à contre-courant. Mais t'as des gens qui, comme toi, diront l'inverse parce qu'il y a cette poésie en français, c'est cette précision des mots aussi. Alors peut-être que pour le slam, par exemple, exactement, le français est mieux, je sais pas. Complètement. Il y a quelque chose dans la tournure des phrases et le sens où on ne peut pas trop mentir en français. Tu peux faire une phrase très simple en anglais qui sonne très bien parce qu'il y a quelque chose de mélodieux et de chantant. Tu la traduis en français et ça sonne complètement bateau. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de travail en français et qu'il y a presque un plus grand mérite à avoir dit quelque chose d'impactant parce qu'il fallait trouver la bonne formule. Là où l'anglais a le bénéfice de la voyelle et donc ça sonne bien. On se dit toujours « Ah, ça sonne mieux en anglais, tu sais ». Ouais. Donc, c'est plus pointu, le français. Mais quand ils parlent dans la rue, tu dirais des bandes annonces. C'est ça, exactement. Comment ils font ? In a land, one man. On va partager une aventure commune, le jeu vidéo français Dordogne. Un petit bijou entièrement peint à la main qui a reçu de nombreux prix. Dans la version anglaise, tu faisais Mimi, l'héroïne, enfant et adulte. Dans la VF, qu'on a fait 15 jours plus tard, tu fais l'adulte. Saurais-tu me parler des différences fondamentales entre les deux langues ? Et où se trouvent, tu en as parlé un petit peu déjà, tu l'as évoqué, et où se trouvent les difficultés d'adapter l'une à l'autre au doublage ? Alors souvent, il y a deux aspects. Tu as un aspect un peu purement linguistique, grammatical, qui est que parfois, tu as des différences de longueur, où tu sais, tu as une expression en anglais ou en français que tu peux pas traduire, et il y a des choses très idiomatiques où on se retrouve coincé, on se dit « Ah, mais comment est-ce que je peux retranscrire ça ?» Donc parfois, tu as des questions juste de longueur, où on se rend compte que pour dire la même chose, on va tricher, rajouter plein de petits mots. Et puis, il y a ce côté culturel où on va pas rire des mêmes choses, on va pas s'émouvoir des mêmes choses. Donc, il faut, pour avoir travaillé sur beaucoup de projets sur les deux versions, il faut vraiment apprendre à se détacher. Je trouve entièrement d'une version, faire le petit deuil de « Ah, on va pas retrouver cette même petite délicatesse à ce moment-là, mais on va la trouver ailleurs. On va pas faire rire au même moment et c'est pas grave. » Et au départ, t'as cette frustration parce que t'es là « Oh non, cette blague, elle était trop bien. » T'as dû te faire violence sur les premiers projets. C'est ça, t'es là « Oh non, cette blague, on passe totalement à côté, mais c'est pas grave en fait. » Et tu vas faire plus rire à un autre moment ou tu vas plus émouvoir à un autre. Plus j'en ai fait, plus je me suis dit c'est vraiment des versions différentes. On va y mettre la même ferveur, le même travail, mais les différences culturelles font de base que ce sera deux versions uniques qui vont très bien ensemble. Mais voilà, faut accepter ça, je trouve. Ouais, souvent, les gens qui croient mieux que les gens dont c'est le métier, les adaptateurs. Mais c'est pas ce qu'il dit en anglais. C'est ça. Souvent, il y a une bonne raison. Il y a une bonne derrière. raison, ouais, exactement. Notamment l'ouverture de bouche, etc. Les labiales et tout ça. C'est clair. Tu fais beaucoup d'animation. En doublage, l'animation et la création de voix sont un peu à part. Par exemple, sur de l'anime française, le réal est souvent présent. Comment gères-tu le fait de devoir collaborer autant avec le réal qu'avec le DA ? Parfois, je sais que certains comédiens se perdent dans cette dynamique bicéphale. Quelle belle phrase. Il a mis bicéphale dans la phrase et je te félicite pour ça. Écoute, moi, ça m'a jamais posé souci. Les seuls moments où ça peut être compliqué, c'est si tu sens qu'il y a... conflit entre les deux. Qu'il y a un conflit. Alors, c'est rarement un conflit, mais c'est plus... divergence d'opinion, c'est ça que je veux dire. Ouais, soit ça, soit parfois un réal qui est pas sûr tout à fait de là où il veut aller. Et en gros, le réal, dans ces moments-là, c'est un peu le chef d'orchestre parce que lui, il a la vision. Nous, on est tous là à son service pour essayer de réaliser au mieux sa vision. Souvent, à ce stade-là, tu as soit seulement un texte, soit seulement des animatiques, quand c'est des productions françaises et qu'on fait de la création de voix, comme tu disais. En général, on a un micro, un texte. Parfois, on a des moodboards ou des storyboards, si c'est un peu plus avancé. Mais la majeure partie du produit, de l'objet fini, est dans l'esprit du réal. Donc, si c'est très bien
quelle est sa vision, ce qu'il veut, et qu'il arrive à le retranscrire. Il y a tout qui roule. Le DA, c'est son partenaire pour nous diriger sur le jeu, sur les intentions, sur l'émotion. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que on a la précision de pensée du réal qui sait exactement tout ce qui va se passer et l'expérience incroyable du DA qui nous dirige super bien. Si le réal est pas trop sûr, là, on est dans la recherche, ce qui est OK, mais quand tu cherches pendant trop longtemps, sans avoir quelqu'un qui aiguille, parfois, tu peux te sentir un peu perdu et ça peut créer ce moment de « j'ai fait 25 propositions, je sais plus trop quoi faire » et disant « on va peut-être réécouter la première », tu sais. Ouais. Mais globalement, je trouve que ça marche bien parce que il y a aussi cette bonne habitude de duo réal-DA qui fonctionne très bien, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et quand tu as la chance de bosser avec une équipe qui se connaît bien, qui a des sensibilités communes, en général, ça marche vraiment bien. Puis il faut savoir que l'animation, c'est des projets de très longue haleine. Avant que ça arrive sur les télés ou les cinémas, enfin au cinéma, c'est des années et des années de travail. Donc c'est que des personnes très passionnées. C'est des personnes aussi passionnantes parce qu'elles sont investies par leur projet. Donc, en général, moi, j'ai globalement eu des très bonnes expériences parce que personne ne fait ça juste par hasard. Oh, je vais peut-être faire un film d'animation. C'est que des gens habités par ce qu'ils ont envie de défendre. Ouais, donc, en général, on est content d'être là et de faire partie du projet. Ça bouffe tellement le temps, l'énergie, tout, qu'il faut être passionné, sinon tu fais pas, quoi. Ah, c'est clair. Ouais. Tu fais des petites filles, mais tu fais aussi des petits garçons. Eh oui. La preuve notamment avec Dustin dans Stranger Things sur les 2 premières saisons. Oui, parce qu'après, il a trop mué, c'était hors de mes cordes. Quel est le secret pour incarner un petit garçon de façon crédible, selon toi ? Ah là là, ça, c'est pas facile, je sais pas trop. Je pense qu'il se passe une sorte de mutation étrange. Mais d'ailleurs, pour moi, c'est pareil quand je fais une petite fille ou un petit garçon. Il n'y a pas trop de... Je me dis pas, oh, attention, c'est un petit garçon, faut que ça change. Je suis plutôt en train d'essayer de retrouver une énergie de l'enfance. Et bon, tu sais comment c'est, tu nous vois devant le micro. Il y a quelque chose de très corporel qui se passe. D'ailleurs, souvent, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'en fait, on n'est pas... Là, par exemple, je suis vraiment en train de parler tranquillement devant un micro. Si j'étais en train de faire un dessin animé, ce serait impossible cette config. Je serais en train de bouger partout, de sauter, de faire des grimaces, de taper dans le micro. Et il y a quelque chose de très physique pour que ça se ressente dans la voix. Sinon, t'es grillé tout de suite. Et pour faire des personnages qui sont des enfants, vraiment à ce moment-là, dans ma tête, je me transforme physiquement. Alors que je n'ai pas ce genre de pouvoir magique. Mais ça fait que je vais réfléchir à la respiration, à même la taille de ma bouche, au placement, à l'élocution et aussi à l'énergie. Et pourtant, tu vois, j'ai pas un comportement enfantin au quotidien. Après, je pense que j'ai un côté un peu... j'ai beaucoup d'énergie et je crois que j'arrive facilement à me reconnecter à cette énergie enfantine. J'ai pas besoin d'aller chercher trop loin pour la retrouver. Donc, je dirais que c'est surtout ça. Et la voix, ça suit globalement parce que c'est ça le point de départ. Pour moi, il faut pas se dire « je dois faire une voix d'enfant ». Il faut se dire « ok, comment il le dirait, comment il le ressentirait cet enfant ?» Et l'idée, c'est de pas... dénaturer ça ou de caricaturer, c'est d'essayer d'être le plus sincère possible. Après, on fait ce qu'on peut, on est des adultes, mais pour moi, c'est ça. Si tu trahis un peu l'enfant si tu te concentres que sur la voix. Il faut retrouver ça, cette spontanéité. D'ailleurs, j'aime bien souvent ne pas avoir les textes à l'avance ou des choses comme ça je les prépare pas. Et le moment même, tu vis le moment. Voilà, comme les enfants, quoi. Tu te poses pas la question, pas de barrière. Hop, tu tentes des choses, au pire, tu te vautres. C'est pas grave. Comment ça se fait que tu as cette connexion très facile encore avec l'enfance? Je sais pas du tout, c'est une bonne question. Je me demande si ça vient pas de mes parents, pas dans un sens enfantin, ils m'ont jamais encouragée à rester proche de l'enfance, mais tu sais, une forme d'émerveillement et de sens positif au quotidien qui, bizarrement, quand je te le dis là, ça me renvoie à l'enfance où tu as une forme d'innocence. Alors, je suis évidemment très consciente de tout ce qui va très très mal dans le monde, mais j'ai le cerveau calibré vers le verre à moitié plein et l'émerveillement sur les petites choses du quotidien. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, que mes parents m'ont enseigné. Ils étaient vraiment du genre, tu sais, à se promener dans la rue et faire « oh, un bourgeon, oh, regarde Kixi, c'est trop beau !» Enfin, ils sont vraiment trop choux, mes parents. Et je me demande si c'est pas ça parfois. Tu sais, je suis pas quelqu'un de blasé du tout. Et peut-être c'est ça qui fait que j'arrive à retomber facilement dans ce côté sans filtre, tu vois. Tu crois que c'est parce que c'est hyper intéressant et puis je trouve qu'il n'y a pas assez de Casey dans le monde.
J'ai mes moments deep down aussi, hein, mais... Non, mais c'est bien de ce petit côté prime sautier que tu peux avoir tout le temps, ou rieur, que comme t'es là, en fait, t'es naturel, là, je peux le confirmer, hein, pour Oui, c'est t'avoir venu en vraiment moi, studio. je vous jure. Mais du coup, est-ce que c'est uniquement dû à l'éducation, ou c'est toi, ou ça vient d'autre chose? Alors, je pense qu'il y a un côté Comment on fait pour voir éducation. le verre à moitié plein, systématiquement? Alors, parfois, je me demande s'il n'y a pas un tout petit peu ma culture américaine qui Ah joue, ah. ou tu vois, enfin, il y a une... c'est pas du tout un faux enthousiasme. Parfois, on associe la culture américaine à une forme de, tu sais, quelque chose d'un peu mensonger, genre, ah, le sourire figé, Ouais. qui n'est pas sincère. Pour moi, c'est pas du tout ça, c'est plutôt qu'il n'y a pas de honte à montrer sa joie ou son enthousiasme. Et je me souviens, quand j'étais à l'école, il y avait un peu un côté pour être cool, faut être un peu Exactement. morose, tu vois. Exactement. Et si t'étais enthousiaste, ben, moi, je me souviens, on me taquinait un peu, genre, ah, Cassie est toujours contente, ça va, tout n'est pas rose, les bisounours. Et puis surtout, si tu souris, tu fais naïf. Exactement. Et c'est la pire crainte des ados, Ouais, de c'est faire vrai. naïf. Ils préfèrent être badass, Badass, complètement. être déprime, en mode déprime, Ouais. que vraiment... Naïf, c'est la pire des insultes, Mais en oui, fait. ou même gentil. Moi, je me souviens, j'avais des trucs. Ah ouais, gentil, c'est t'es pas un bien. peu trop gentil. J'étais Ouais. là, pardon, enfin, excuse-moi. Ou mais- t'imagines, tu dis ça d'un mec, ouais, je l'aime bien, il est gentil, lui. Oui, je sais pas Ouais. pourquoi on a donné cette connotation négative. Je trouve ça trop dommage. Et du parce que- coup, les enfants, et je pense la société en général, est Mm. tombée dans le cynisme Complètement. pour contrecarrer, tu vois. Ben, je suis d'accord. Puis il y avait ce truc aussi où, tu sais, je sais pas si tu te souviens de ça à l'école, mais on n'osait pas trop participer en cours. Il y avait ce truc de prendre la parole devant les gens. Ouais. Potentiellement, je vais avoir honte. On fait pas trop de théâtre à l'école, donc t'as pas trop l'occasion de découvrir l'autodérision devant des amis à un âge où tu commences à avoir hyper conscience de toi-même, où je pense que c'est trop nécessaire, en fait, tu sais, de se vautrer, de rigoler, Bien sûr. de dédramatiser ça. Et c'est vrai que je pense que mon père m'a apporté ça, le côté on s'en fiche, c'est pas grave, tout va bien, le côté de dédramatiser toutes ces choses-là. Et je leur suis vraiment reconnaissante pour ça parce que c'est quelque chose qui m'accompagne. Mais tu vois, j'ai eu des moments dans ma vie où les gens pensaient que je faisais semblant. Tu vois, genre, ah, tu fais semblant de sourire, d'être contente. Et je disais, mais non, mais il y a aussi des moments où ça va pas, mais là, comme ça va, c'est cool, bah, je profite, Ouais. tu vois. Bah après, c'est, comme tu le dis, hein, c'est aussi une grosse différence entre la culture européenne et la culture américaine, mais Mm. c'est quelque chose que je peux... Enfin, moi, j'apprécie, voire j'admire, je peux Mm. carrément le dire, chez les Américains, ce côté, on a la banane. Quoi qu'il arrive, on a la banane. Ouais, on trouve des solutions, quoi. Ouais. Mm. Parce que t'as toujours un prétexte pour dire que ça va pas, tu vois, c'est hyper Ouais. simple en fait. Et puis, je veux dire, à l'heure actuelle, où il y a tellement quand même de... Enfin, si tu regardes les news, si tu t'accroches pas de manière désespérée, mais de manière heureuse aux petites choses belles du quotidien, il y a de quoi ne pas pouvoir se lever le matin tellement t'es écrasé par le poids du monde et ton impuissance. Donc, c'est encore une fois pas un déni de ce qui se passe. J'ai hyper conscience de tout ce qu'il y a et je suis en colère contre plein de choses aussi. Mais une de mes armes pour continuer à avancer et profiter, c'est justement de me dire, OK, mais il y a tout ça qui est bon aussi. Et moi, je vais me raccrocher à ça parce qu'en fait, sinon, je l'oublie, je l'efface au profit de ce qui est terrible et contre lequel, là, actuellement, dans l'instant, je ne peux rien. Donc, c'est aussi peut-être une façon de se préserver. Moi, c'est ce qui me permet d'avancer, de continuer à faire des projets. Parce que quand le monde est taré, parfois, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire écrire de la musique, tu vois? Et au final, tu te dis, ça me procure de la joie, ça peut procurer de la joie à quelqu'un d'autre. Aller faire un dessin animé en studio, faire rire les enfants, les parents et tout, tu peux te dire, c'est complètement dérisoire. Et en fait, non, ça fait partie de la beauté de la vie, de ce que l'humain fait de bon par rapport au reste. Donc, c'est un peu un petit calibrage qui peut être plus ou moins évident quand il y a des coups durs, voilà, dans la vie, dans le monde, dans les news. Mais moi, c'est quelque chose qui est vital pour moi, pour rester, je sais pas, aussi en bonne santé, quoi. S'accrocher au petit bonheur. Mais je te confirme que c'est une vraie force et la meilleure des choses en plus dans ce cas-là, c'est que tu diffuses des bonnes vibes. Ouais, les good vibes. Exactement. Et ça n'a pas de prix en fait. Bah, c'est vrai que je pense qu'il y a une forme de contagion là-dedans. Moi, ça m'arrive aussi dans les moments de doute, de down et tout. Quelqu'un juste qui vient de parler, qui vient de sourire, c'est hyper puissant à ce moment-là. Exactement. Et justement, c'est pas trop gentil, c'est pas trop Non. niais, c'est juste puissant à ce moment-là. Après, il faut dire que j'ai beaucoup de chance. Je fais un métier que j'aime beaucoup, j'ai du boulot. Enfin, il y a aussi des choses...
je me sens très chanceuse aussi. Donc, je pense que c'est aussi facile à dire quand ça va. Après, je sais pas à quel point ce positivisme m'a amené là où je suis. Tu vois, je pense que c'est un petit équilibre. Mais je suis très reconnaissante aussi parce que c'est un métier qui est pas évident. Où moi, je vois des personnes incroyablement talentueuses qui ont pas autant de boulot. Il y a des petits moments, tu te dis, OK, il y a le travail, il y a le talent, il y a une part de chance et de timing. Et j'ai aussi hyper conscience de ça. Donc, je me dis, comme j'ai eu beaucoup de chance, bah, j'en profite, quoi. Je vais pas me plaindre. Ouais, carrément, mais ça fait plaisir, c'est sourire. Soyons sourire, mince. Mince à la fin. Ouais, bien sûr. En quoi ta double nationalité influence-t-elle tes métiers et ton regard sur le monde? On vient d'en faire un petit Oui, on a fait un petit passage. aperçu. Et ben alors, contre toute attente, moi, j'ai commencé à bosser en anglais en France. C'est grâce au fait que je parlais anglais que j'ai pu commencer à travailler. Donc, sacrée chance aussi d'avoir cette double casquette parce que, bah, mine de rien, on est moins nombreux. Il y a moins de comédiens anglophones à Paris que de Français. Donc, plus de facilité au début pour rencontrer des gens et commencer des projets. Et en fait, je faisais des séries... j'avais fait une comédie musicale autour des Beatles, un projet que j'ai adoré, mais vraiment adoré, avec une équipe formidable. J'ai tellement appris. Déjà, j'ai écouté toutes les chansons des Beatles, c'était génial. Et c'est un DA de dessin animé américain qui est venu me voir après le spectacle pour me proposer d'essayer, de tenter des choses sur des personnages, qui m'a formée à la fois au doublage et à l'animation, à tout ce qui était énergie du dessin animé. Et j'ai fait pas mal de séries en anglais comme ça, donc je travaillais en anglais à Paris, donc trop génial. Et à un moment, il y a une production qui m'a dit « Ah, on va faire la version française, est-ce que tu veux garder tes personnages ?» Et j'étais « Ah bah bien sûr !» J'avais même pas pensé avant, j'étais juste là genre « Oh bah trop bien !» Et c'est via l'anglais que je suis arrivée au français. Donc déjà, cette double nationalité, ce bilinguisme m'a... Tu lui dois m'a beaucoup aidé dans le travail. Et je pense aussi qu'il y a une question d'oreille liée à la musicalité aussi qui fait que, tu vois, il y a un truc j'arrive pas mal à faire des choses de l'ordre du mimétisme ou de retrouver des sonorités, des timbres et tout ça. Et ça, je pense que c'est la musique. Et c'est aussi les deux langues où, assez jeune, tu vois, t'es éveillé à des différences d'articulation, de placement de voix. Je commence à mieux comprendre tes facilités. Oui. Non mais ouais, c'est pas rare de voir que les musiciens s'en sortent bien sur la rythmo. On dit pas, c'est pas une rythmo pour rien. C'est une question de rythme un peu. Voilà. Et de respiration. Ouais. C'est vrai que souvent il y a ça. Et puis la langue, le rythme, la musique, tout ça, je pense que ça doit être des endroits assez proches dans le cerveau en termes de connexion synaptique. Il y a vraiment des liens hyper forts. Mais d'ailleurs, quand ils font de la rééducation, tu sais, après des accidents type AVC ou des choses comme ça, souvent ils demandent aux gens de chanter. Parce qu'en fait, ça active plein de zones du cerveau. Ça active la mémoire, la langue, la mélodie, la diction. En fait, tout ça, c'est des choses qui activent le cerveau tout en même temps. Donc, je pense que, tu vois, le fait d'avoir eu petite et l'anglais et la musique, ça fait que peut-être après, tu chopes un petit truc un peu plus vite ou des choses comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression. Ok. Bon, tu parles du chant, on va y aller. Yes. Tu fais donc partie du duo Billet Doux que tu formes avec ton mari, qui s'appelle Pierre Elgrissi, qui est actuellement en tournée de festival sur scène en train de sauter partout devant des milliers de personnes. Quelle vie! Déjà, pourquoi ce nom? Alors, pas du mari, du groupe. Billet Doux, en gros, quand on s'est mis à écrire, on a écrit spontanément en anglais, avec des petites touches de français, par-ci par-là, mais c'est venu plutôt en anglais. Billet Doux. Billet Doux. Et au départ, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne trouverait pas un nom de groupe qui est un nom français, mais qui est utilisé régulièrement en anglais, tu sais, comme crème brûlée, hors d'œuvre. On voulait pas s'appeler... C'est ça, on voulait pas s'appeler hors d'œuvre. Pâté en croûte. Exactement. Voilà, on s'est dit peut-être pas. Et c'est Pierre qui a commencé à chercher sur un site. Et un des premiers, c'était Billet Doux. Et on a eu une petite fulgurance. On était là, mais ça colle trop bien. Parce que... il y a cette connivence et cet amour entre nous où tu te dis la petite lettre d'amour ça marche trop bien. Et aussi on fait à la fois des chansons douces et des chansons qui bastonnent un peu. Donc on se disait le contraste est quand même pas mal. Billet Doux mais avec parfois des sons bien rock ou bien pop. Donc franchement on l'a choisi en 4 secondes et on s'est plus jamais posé la question. Trop bien. J'aime bien cette petite jeunesse de noms et tout ça. Vous êtes mariés l'année dernière, je crois, aux States. Exactement. Ta famille paternelle vit dans quel état? En Californie. Ils sont juste au-dessus de San Diego.
J'avoue, c'est sympa comme endroit. Ah oui, c'est bien. À n'importe quelle époque de l'année, il fait à peu près bon. Ouais, il y a une douceur de vivre. Il y a une billet douceur de vivre. Exactement, Ouais. c'est ça. Est-ce que vous avez fait un road trip dans une Cadillac décapotable avec des casseroles qui traînent derrière? Non, Oh là là, on je suis aurait trop dû faire déçu. ça. Par contre, c'est mon papa qui nous a mariés parce que là-bas, tu peux demander à un proche. Oh, trop bien, On allait oui, à la mais carrément. préfecture. Ah ouais, on a fait une toute petite cérémonie juste avec nos parents. Et c'était super chou. Oh. Et c'est mon papa qui nous a mariés. Donc en fait, c'est assez rigolo. Tu vas à la préfecture, tu passeport, paperasse et tout ça pour bien dire que c'est lui qui va le faire. Et tu dois revenir quelques heures plus tard pour signer. Mais entre-temps, t'es tout seul dans la nature. Donc pour commencer ta cérémonie, c'est toi qui décides. T'es là, bon bah, on commence. Il n'y a personne d'officiel qui te dit c'est le début. Ouais. Donc t'es là, bon bah, c'est parti. Donc franchement, super Et souvenir. vous avez fait ça dans la nature ou dans un... Sur une petite plage. Oh. Et on avait tous mis nos maillots de bain en dessous parce que moi, je voulais que dès que ce soit Allez, acté, à la flotte. on aille tous se baigner. Bien sûr. Bien sûr, Comme un pourquoi baptême un peu. Mais exactement, Ok, voilà. d'accord, Nos parents ça étaient marche. très conciliants et c'était là, ok, whatever. Ils s'en foutent, mais c'est pas grave. Bon, non, c'est pas fou. Ça va. Oui, c'est la joie, c'est vrai tout ça. Exactement. T'as visité combien des 51 États? Mais alors, tu sais quoi? Très peu, Ah bah alors, parce que j'ai de la famille dans le New Jersey, ok, à New York et en Californie. sacré grand Donc, écart. Et en fait, mine de rien, comme c'est un très gros voyage, c'est 12 heures de vol et que j'y vais pas non plus tous les ans, en fait, je cible à chaque fois. Donc, je connais très bien la Californie, très bien le New Jersey et New York et très mal le Tout le reste des reste. États-Unis. Ah. Un jour, faudra faire un petit road trip quand même. Ah ouais, bah carrément. Ou aller de la Californie à la... Voilà. C'est peut-être En ça vrai, qu'il faut mais faire. bien sûr, Bien sûr. sur la route 66 qui n'existe plus du tout. C'est ça, mais dans nos cœurs, elle est là Mais quelque bien part. sûr. Peux-tu nous raconter... Alors, peux-tu nous raconter de billets doux? Ça veut rien dire cette question, Mathieu. Qu'est-ce que tu as écrit? Mais pourquoi pas, Bah, je finalement ne sais pas. Peux-tu nous raconter de billets doux et comment l'idée a vu le jour? Alors, l'idée du groupe. Ouais. Alors en fait, Pierre, il est bassiste sur la tournée de Clara Luciani depuis pas mal d'années. D'accord. Donc il est à fond, il fait plein de Tu concerts. sais quoi? Je l'ai dirigé sur un film d'animation l'année Mais non, dernière. c'est vrai. Bien sûr. Ah, c'est énorme. Donc, c'est drôle. Ouais, elle est trop cool. La Je boucle suis est sûre qu'elle bouclée. était trop forte à ça. Ouais, c'est bien regardé. Trop bien. Et donc là, il est en tournée, il court partout. Il avait son projet solo aussi de musique qui s'appelle Pierre Grizzly. Et moi, j'avais mes projets d'animation, de théâtre, tout ça, et mon projet perso qui s'appelle Casey. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça. Il est venu jouer de la basse sur mon projet. Ah. C'était comme ça. Et en fait, un jour, on a écrit, sans faire exprès, une première chanson ensemble. Il était assis sur le canapé, il a pris la guitare et il a improvisé un petit quelque chose. Et moi, je sais plus, je crois que je faisais de la paperasse dans le salon et j'ai commencé à chanter dessus. Et au bout d'un moment, on s'est arrêtés tous les deux, on a fait « Ouh, pas mal !» Il y a une idée là. C'est pas mal ça. Donc on s'est rapprochés, on a testé des trucs, on s'est enregistré sur le téléphone et puis on avait cette petite euphorie de ouais, c'était pas prévu, mais on est en train d'écrire une chanson qu'on aime trop, ça nous a euphorisés. Et on s'est dit ah mais génial, on va faire un featuring de nos deux projets. Comme ça, tu vois, on fait un petit crossover des deux projets sur une chanson, super. Sauf que une semaine plus tard, hop, Une ça deuxième. nous réarrive. Ça quoi? Ça nous arrive à nouveau, tu vois. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. Puis et on continue. Et en fait, tu vois, on a commencé il y a 2 ans et on a écrit, je sais pas si c'est genre 40 ou 50 chansons. On a une... Ah quand même. Ah ouais, on a un truc de petite ébullition créative. Et c'est l'amour, hein, ça. c'est peut-être ça. Bien sûr. C'est beaucoup de ça. Ça inspire Et tellement. puis tu sais, mine de rien, comme on a nos boulots à côté, ce projet-là, ça a commencé par vraiment un projet sans pression. C'est pas, il faut absolument écrire des chansons, il faut faire ci, il faut faire ça. Aucune question de rendement, c'était juste très spontané par-ci, par-là. On s'est jamais mis la pression pour écrire. En général, on voyage toujours avec une petite carte son, un ordi, une guitare, et puis il y a souvent des choses qui naissent. Mais on s'est tellement éclaté à écrire ensemble, et tu finis par écrire des choses que tu n'aurais jamais écrit seul. Et ça, c'est quand même très réjouissant. Il y a un peu cette magie de la connivence artistique où aussi tu te prends moins la tête que quand t'es seul. Moi, je trouve que quand j'écris seule, je me pose 1000 questions. Puis quand très c'est validé profondes. par l'autre, tu te C'est dis ça. ah bon, c'est peut-être pas si mal. T'es moins difficile avec toi-même et tu t'autorises plus de choses. Et je crois qu'on a tellement aimé écrire ensemble qu'on s'est dit bon, là c'est trop agréable comme projet, faisons un groupe. Et on a autoproduit au départ un EP tout seul, on s'est échauffé, on parlait juste avant l'interview, tu sais, du fait d'oser écrire à des personnes. On a écrit à
à une femme qui s'appelle Olivia Merilati, qui est la chanteuse de The Do. Et le groupe, c'était vraiment une de nos rêves, nous, pour notre projet. Ouf, et on s'est dit, on est trop fan. Et donc, on s'est dit, on va lui écrire au cas où, tu vois. Elle a bien aimé, c'est elle qui fait la réal. Maintenant, elle fait vraiment partie du projet. Et petit à petit, tu vois, le truc s'est mis en place, mais en se disant, allez, on tente des trucs. Mais au départ, ça devait être juste une chanson. And then life happened. Mais bien sûr, trop bien. Ouais. Ouais, faut laisser libre cours. Faut tester des choses. Ouais, c'est ça. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident votre groupe dans votre travail quotidien ? Alors déjà, je pense qu'on se respecte beaucoup mutuellement. On a une forme, je pense, d'admiration mutuelle pour la sensibilité artistique de l'autre. Donc, on se fait beaucoup confiance. Et une de nos règles aussi, d'ailleurs, quand on écrit, c'est que si l'un de nous n'est pas emballé à 12 000 %, hop, on passe très vite à la suite. Il faut que tous les deux, ça nous fasse vibrer à 100 %. Et d'ailleurs, on écrit plein d'idées, de début d'idées. Et c'est les moments où hop, on vibre tous les deux que là, on continue. L'idée, c'est qu'on est vraiment une team, quoi qu'il arrive, tu vois. Et là, l'année dernière, on a signé avec un label trop cool, on est trop contents. Et on se rend compte d'autant plus que c'est génial d'être une team aussi. Parce que tu sais, on échange avec eux, mais on échange aussi entre nous. Et nous, on est une unité. Tu vois, on est vraiment... si l'autre a une petite dissonance, ça marche pas. Donc, l'idée, c'est de vraiment préserver ça. Et puis aussi, comme on est un couple, pour nous, il y a une importance tu vois, de bien choisir les personnes avec qui on travaille. Il faut vraiment qu'on se sente bien parce que nous, si jamais il y a du stress ou des choses comme ça, on les ramène à la maison avec nous. Ouais. Donc, l'idée, ça fait partie de nos vies et on est trop heureux que ça fasse partie de nos vies, mais on est un peu protecteur de ce projet parce que, en fait, ça touche à quelque chose de tellement intime et très proche de nos cœurs qu'on fait attention, en tout cas. On se dit, attention, si jamais on commence à sentir qu'un truc est trop stressant, on essaye de dédramatiser. OK, c'est OK, on ramène pas ça. Tu vois, parce que on veut prendre soin du groupe, mais avant tout, on veut prendre soin du couple et l'un de l'autre. Sûr, évidemment. Ça se comprend carrément. Comment décrirais-tu l'évolution de votre groupe depuis sa création jusqu'à aujourd'hui ? Alors déjà, je pense qu'on a développé des manières d'écrire qui sont encore plus... tu vois, straightforward, spontané qu'avant, parce qu'on commence à être rodés à l'écriture ensemble. On s'autorise plus de choses, tu vois, même des trucs très, très rock ou très pop ou des ballades très folk. Enfin, on essaye de pas se coller trop d'étiquettes. Nous, on écoute beaucoup de musique très différente, donc je pense qu'on a développé une forme de liberté à ce niveau-là. Et je crois que le fait que ça se concrétise aussi de plus en plus, tu vois, avec des partenaires, tourneurs, labels et tout ça, ça nous donne envie de mettre les bouchées doubles aussi. Tu te dis, on est assez lucide sur l'industrie de la musique parce qu'on la côtoie et on la connaît depuis longtemps, donc on est assez rationnel, tu vois, mais on se dit... faut y aller à fond parce que justement c'est tellement compliqué et parfois c'est tellement absurde que tu dis si tu vas à fond et que ça ne marche pas, c'est pas très grave dans tous les cas. Tu auras tout denté, voilà. Pas de regret. Mais c'est vrai que ça donne envie de se donner à fond parce qu'on s'éclate tellement et là on a ces opportunités, tu vois, d'avoir des super partenaires, c'est très motivant. Donc je dirais que c'est passé de un projet, tu vois, on se dit on pourrait faire ci, on pourrait faire ça et là ça se concrétise, donc ça te met un coup de pied aux fesses très positif. Ok, je vois. Quelles sont les principales inspirations derrière vos chansons et votre style musical ? Alors, The Do, c'était vraiment une des premières rêves, comme je te disais. Ouais, The Do. À un moment, on se disait aussi Angus et Julia Stone parce qu'il y a le côté duo. Et on a des titres qui sont assez folk aussi. Mais sinon, on pensait Kings of Leon, Phoenix, tu vois, des groupes comme ça où il y a un côté pop. Mais tu vois, avec des moments un petit peu de fuzz ou avec des petites boîtes à rythme, des petits moments électro, enfin des petites convergences de genre, tu vois. On fait jamais du pur rock ou de la pure pop, on aime bien ces petites frontières. Donc ça va être un petit voyage musical à ce niveau-là. Tu penses que ça a vraiment évolué depuis vos débuts ? Ouais. Je crois que Ah oui, il y a un truc tout bête aussi, c'est qu'on a vachement progressé tous les deux sur comment faire les maquettes sur l'ordi. On avait tous les deux fait pas mal de, tu sais, moi j'ai bossé sur Logic et lui sur Ableton et on avait fait pas mal de trucs chacun de notre côté pour nos maquettes. Et là, en fait, comme on essayait de faire des maquettes de plus en plus poussées pour que tu arrives en studio et que tu saches vraiment où tu es en train d'aller, on s'est vraiment amélioré quand on réécoute les maquettes d'il y a 2 ans. Et les maquettes plus récentes, les voix, elles sont mieux produites, les effets sont mieux. Et donc ça, déjà, c'est une différence énorme. C'est que je pense aussi, on sait de plus en plus là où on veut aller. Et
Et on a développé, tu vois, des meilleurs skills techniques aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui a vraiment changé depuis le début. Vous mettez vous-même les mains dans le cambouis Ah ouais, full main dans le cambouis. On emmène, tu vois, tout notre petit matos, on se fait des petits road trips et on se cale dans le Airbnb, on se fait une install et on fait des petites lignes de base, des petits cœurs dans la cuisine, tu vois. Ça va, c'est pas trop encombrant? Non, c'est très kiffant. En fait, une fois que tu as pris l'habitude de voyager comme ça, c'est dur d'imaginer ne pas l'avoir au cas où. Parce qu'en fait, c'est toujours dans le au cas où qu'il y a quelque chose qui naît, parce qu'il n'y a pas de pression. Ouais. Donc au final, tu finis par bosser par contre pendant tes vacances. Ça, c'est le seul piège. Et ouais, carrément. Bah ouais, faut faire gaffe C'est aussi. ça. Y a-t-il un message particulier que vous souhaitez transmettre à travers votre musique? Bah justement, ça se recoupe avec ce dont on parlait tout à l'heure. On s'est vraiment dit, au départ, on cherchait même comment définir le genre et on s'était dit peut-être pop euphorique. Pop euphorique. Tu sais, un truc de... Tout n'est pas forcément extatique ou tout le temps au taquet, mais il y a une forme d'optimisme dans notre musique et il y a une forme de soit de douceur, soit d'énergie, mais qui est une énergie plutôt high. Et on s'est vraiment dit que si jamais à un moment on a la chance de faire beaucoup de concerts et de partager des choses avec un public, on a vraiment envie qu'ils repartent recharger des énergies dont on parlait tout à l'heure et que ce soit une bulle de joie pendant le temps de ce concert. Donc c'est vrai qu'on aimerait beaucoup, mais après c'est lié à nos personnalités aussi. Pierre, c'est aussi vraiment quelqu'un de très optimiste et de très, tu vois, rayonnant, doux, enfin je sais pas, il y a en anglais on dit not a mean bone in his body. C'est genre ferait pas de mal à une mouche, tu sais. Et je crois que c'est ça notre souhait en tout cas. Je sais pas si on y arrivera, mais c'est vraiment ce qu'on aimerait bien faire, c'est bulle de joie, bulle de kiff et on repart un peu rempli. 2 personnes solaires comme ça fait pas ça fait pas un astre en trop ou ça fait pas. Après on a des énergies très différentes. Moi je suis un peu plus j'ai la bougeotte, tu vois, là je me recadre, tu vois, mais j'ai envie d'aller à droite à gauche du micro. Lui il est plus zen. C'est quelqu'un de plus zen mais qui a énormément d'énergie. Il a une énergie plus canalisée. Mais si tu nous vois à côté, on dirait un peu qu'il y a un petit être qui a la bougeotte et quelqu'un de hyper serein à côté. Mais il a beaucoup d'énergie et une grande bonté. Ça me fait toujours halluciner sur scène quand je le vois, tu sais, sauter partout parce que il a une grande humilité au quotidien. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des projets incroyables, qui est un bassiste incroyable, objectivement. Mais tu sais, au quotidien, qui est vraiment hyper humble et qui a cette grande douceur, ce calme et tout ça. Tu le vois sur scène, c'est une bête de scène. Il saute partout, il met des kicks dans les airs et après il descend et il est là genre ça va, ça tape. Du coup, c'est vrai, on n'a pas les mêmes énergies. Je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne à la fois dans la vie et artistiquement, c'est qu'on apporte vraiment des choses différentes, je crois. Toi, t'amènes le côté bondissant. J'amène le côté trampoline. Tu sais. Le petit écureuil. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui, selon toi, vous distingue des autres groupes? Alors, je pense qu'on a un petit côté franco-américain déjà Étonnamment. Dans la musique aussi. Où, lui, ça donne quoi alors? Déjà, ce côté où on chante en anglais. Brassens qui fait de la country. Non, c'est plus, tu vois, genre un petit côté French touch dans la rythmique et dans la manière d'écrire les mélodies. Alors, pour te donner un exemple, on chante globalement en anglais, avec des petits mots français. Et à un moment, on a participé à un open mic aux États-Unis, quand on était à Los Angeles, où on a fait nos chansons, où en plus, moi, je me disais, bon, trop cool, en plus, les gens vont tout comprendre, ça va être super. Mais pour moi, on allait se glisser au milieu des autres actes de la soirée sans problème. Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus nous voir après en disant... c'était vraiment différent, ah ouais. C'était vraiment intéressant parce que ça n'avait rien à voir. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, on a une signature. On chante en anglais, mais en fait, on a grandi en France et on a toute une culture francophone ou de French touch. Et en fait, il y a quelque chose de hybride qui se passe. On ne va pas écrire de la même manière que quelqu'un qui chante en anglais et qui a grandi dans un pays anglophone toute sa vie. Donc, je pense que c'est ça notre petite touche, c'est qu'on est quand même, on a cette biculture, tu vois, et qui n'est pas intentionnelle, mais qui est dans les faits. C'est un melting pot de tout ce que tu as écouté, mais aussi de tout ce que tu as vécu et ta culture. Donc, je pense que c'est ça, la petite touch billet doux. Tu parles de ce que tu as écouté. C'était quoi, toi? Alors, il y a eu beaucoup de Rolling Stones. Hey. Il y a eu énormément de Rolling Stones. Johnny Mitchell.
Ok. Moi, c'est ma grande déesse, Johnny Mitchell. Moi, tu sais, je l'écoutais quand j'étais ado et je pleurais comme ça. C'est trop beau. Ah ça vraiment, j'ai eu une grosse période rock folk années 60-70, beaucoup les Beatles aussi. Et après, j'ai beaucoup écouté tu sais, les tout premiers Coldplay. Je crois que c'était mes premiers gros kiffs de pop. Les premiers albums de Coldplay où tu avais ce truc un peu... t'es là, c'est un peu rock, mais c'est pas que ça. C'est aussi hyper catchy et tout ça. Donc, vraie culture pop aussi. Et après, tous les trucs, genre les Crosby, Stills, Nash, tu sais, Neil Young, tout ça. Vraiment, toute cette période-là, ça, j'en ai vraiment beaucoup mangé. Mais, et je pense que c'est ça un peu, disons, les racines de ma culture musicale. Et après... Vraiment, j'écoute plus du tout que de la folk, mais ça, c'est les plus vieux souvenirs, je crois. Tu ressens ces petits germes culturels quand tu écris qui ressortent comme ça? Oui, complètement. C'est vrai? Ah oui, j'ai une... À quel niveau? En fait, dans les mélodies, beaucoup, tu te rends compte où l'envie de tout le temps faire des harmonies, ça vient vraiment de cette période-là où ils faisaient tout le temps des three-part harmonies. Donc, c'est vrai que ça, c'est... mine de rien, on est un peu... Ça a tellement infusé que ton cerveau va retourner vers ces petites zones de confort, de mélodie, tu vois. Et puis comme moi, j'ai appris à chanter en faisant des harmonies aussi avec mes parents, souvent, tu vois, quand j'écris une chanson, je suis tout de suite en train de penser à où est-ce qu'on va pouvoir harmoniser. Et ça, c'est très folk années 60. Ouais, très bien, il n'y a rien de mal, moi je kiffe en tout cas. Ouais. Il y a des super histoires avec les groupes de ces années-là, notamment sur Arte qui fait des beaux portraits de temps en temps. Trop bien. Avec les mamas et les papas qui ont une histoire fascinante, notamment, mais il y en a plein d'autres, donc je recommande. Trop bien. Je sais plus si c'est Arte tout court ou Arte Musique. Mais j'irai checker. Voilà. Trop bien. Des trucs gratos qui se promènent sur YouTube. Cool. Des petites perles à pas manquer. Non pas que je vous le souhaite, mais est-ce que tu n'as pas peur que ce qui fait votre force, à savoir votre proximité, puisse devenir une faille à l'avenir? Les histoires de couples qui se séparent et qui signent la fin d'un groupe sont légion. Mais complètement. On en blague souvent parce qu'il y a vraiment ce côté où... On finit le prochain album et puis après on verra. En fait, c'est que ça se passe super bien entre nous à l'heure actuelle, mais on a aussi hyper conscience qu'il ne faut pas se sentir, tu sais, à l'abri de ce genre de choses. C'est pas parce que ça se passe super bien entre nous qu'il faut se dire... nous, ça nous arrivera jamais de stress entre nous. Et au contraire, on a une hyper conscience que... c'est aussi une prise de risque. Donc, on a vraiment ça en tête. Dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, la priorité, c'est ça. Et on a fait ce petit pacte aussi entre nous où on s'est dit, dès le début, si jamais à un moment, on voit que ça nous affecte, nous, en tant que couple, ça vaut pas le coup parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Ouais. Et c'est assez rigolo parce que moi, mes parents ont beaucoup travaillé ensemble pour les fêtes privées. Et ils sont toujours ensemble, ils vont super bien. Mais ils ont eu aussi des disputes liées au travail. Et moi, petite, je m'étais dit, jamais de la vie. Jamais de la vie, je travaille avec mon amoureux. Jamais. Et bon, voilà. Ouais. Mais après, on n'est pas les mêmes personnes, pas les mêmes personnalités. Et je pense aussi que, voilà, forte de ces expériences, on met des choses en place. Mais en fait, je crois que, comme pour beaucoup de choses, moi, c'est mon arrière-grand-mère qui me disait toujours ça. Elle me disait, ne projette pas le pire. Fais de ton mieux maintenant. Et comme ça, tu gardes de l'énergie pour le pire s'il arrive. Mais à projeter le pire, tu t'épuises. Et au final, quand t'as une vraie galère qui arrive, t'es déjà au ras des pâquerettes, tu vois. Une sage-femme, grand-mamie. Une sage-femme, franchement, elle était incroyable. Et donc, on a conscience. D'ailleurs, c'est très drôle. Souvent, quand on dit aux gens qu'on a un groupe et qu'on est ensemble, ils sont là, mais vous êtes fous. Ah ouais. Il faut pas faire ça. Mais après, écoute, on va faire de notre mieux pour préserver ça au max. Et justement, je pense que plus t'es conscient des risques, plus tu peux te dire, allez, on fait de notre max pour s'en protéger. Plutôt que de se dire, jamais de la vie, nous... on est hors d'atteinte. Tiens, une pâquerette. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas chercher conseil auprès de papa et maman qui ont vécu la même chose un petit peu? Ouais, souvent, mais d'ailleurs, on leur fait hyper souvent écouter nos maquettes. Quand on finit de les enregistrer, c'est les premières personnes qui les entendent souvent. Okay. On leur envoie juste pour avoir leur avis. Puis c'est des gens hyper enthousiastes, comme je te disais. Donc en fait, parfois, c'est trop rassurant parce que tu te poses plein de questions, puis tu leur envoies et ils vont te dire si jamais ils ont des idées. Mais globalement, ils sont là, go guys, tu vois, c'est des cheerleaders. Ouais, c'est bien. Donc souvent, on les intègre là-dedans et puis ils nous soutiennent vachement. Et puis c'est vrai qu'ils ont des dizaines d'années d'expérience dans le fait d'organiser des concerts ou même juste d'être sur scène, d'expression scénique, de chant. Donc, c'est jamais de manière formelle, mais ils sont toujours de bons conseils de manière informelle. De « Ah, n'hésite pas si tu veux tester, faire ça. Ah, j'ai pensé à un truc, tu pourrais peut-être tester ça. » Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à
à chanter, chantais des trucs et mon père, il passait, il me disait juste essaye de voir si tu peux résonner vers l'arrière de ta tête. Et hop, il passait, il allait ailleurs. Il me faisait pas un cours de chant, tu vois, mais il me droppait des petits trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire quoi, résonner vers l'arrière? Bah, en gros, souvent, quand on chante, on a l'illusion que si tu veux avoir beaucoup de coffres, tu vois, là, je vais chanter hyper fort vers toi et mettre toute mon énergie vers toi. Ouais. Mais mine de rien, quand tu fais ça, tu canalises l'air et l'énergie de manière très directionnelle. Alors qu'en fait, si tu imagines que tu chantes de manière sphérique autour de ta tête, tu vas chercher une résonance que tu n'as pas si tu es juste en train de penser vers l'avant. Et c'est quelque chose qui est à la fois assez relaxant pour les muscles et qui te permet d'atteindre des sonorités différentes. Et tu te fatigues moins la voix et il y a un truc de timbre qui est chouette à aller chercher. Donc voilà, petit tips. Trop bien. Comme avec quand tu vas chercher un enfant. Ah, c'est une bonne question, ça, il est où? C'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, bah, c'est qu'en fait, tu as une spatialisation de ta voix. Et tu vois, si tu parles vraiment à l'avant, nasillard, ou si tu parles vers l'arrière comme ça, genre, tu changes rien sur ton visage, mais en fait, tu as toute cette spatialisation. Et qui m'a expliqué ça? Ah, c'est ça, c'est que, en gros, tes cordes vocales, c'est une orthophoniste qui m'a dit, trop génial, je l'adore. Elle m'a dit, la note, c'est tes cordes vocales. Mais le timbre et le son, c'est toute ta cavité. Nez, bouche. Donc en fait, on a quasiment tous des cordes vocales très très proches, mais c'est en fait la forme de ton crâne et aussi l'espace que tu vas donner. Par exemple, en bougeant ta langue, en contractant, en bloquant l'air pour pas que ça passe quelque part. Tout ça, ça fait que tu as une quantité de possibilités de sonorité dans ta bouche. Donc à la fois pour le chant, pour chercher des choses, ou en doublage, en animation, où tu peux du coup modifier ta voix. C'est une palette assez dingue et on s'en rend pas compte souvent, mais quasiment tout le monde peut aller chercher ça, faut juste le bosser un peu, quoi. En doublage, tu fais 1000 persos différents avec ta petite voix. Est-ce que cette pluralité, tu le cherches également dans le chant? Bah alors, pas dans mes propres chansons, souvent j'essaie justement de pas trop réfléchir. Parce qu'en fait, quand on fait du doublage ou qu'on chante, par exemple, quand tu chantes avec la voix d'un personnage pour un film d'animation, l'idée, c'est de rester dans cette voix-là. Donc, tu gardes cette contrainte vocale que tu t'es mis pour la voix parlée, tu essaies de la garder pour le chant. Et quand je chante mes chansons ou nos chansons avec Biédou, j'essaie de me concentrer purement sur l'interprétation. Donc, en fait, j'essaie de me détacher entièrement de comment est-ce que ça sonne. Parce qu'en fait... mine de rien, c'est dur parfois de savoir qu'est-ce qui serait une bonne sonorité, juste se dire qu'est-ce que c'est ma voix la plus naturelle possible et je me concentre plutôt sur qu'est-ce que je suis en train de raconter et aller trouver cette émotion et véhiculer ça. Donc c'est presque le rapport inverse à la voix, de déconnecter de la technique et de penser aux mots, ce que tu es en train de dire. Donc je pense que au final, quand je chante mes chansons, j'essaye de pas faire trop d'effets. Tu vois, juste te dire... je te raconte une histoire et par hasard je chante, mais je pourrais aussi juste te le dire, tu vois. Ouais. T'as dit que t'avais fait de la comédie musicale? Ouais, moi mes premiers boulots, c'était comédie musicale quand j'avais 13 ans. C'était chanté, c'était parlé, c'était les deux? C'était les deux, c'était Jack et le haricot magique et je faisais Jack. Et je crois que j'étais en 4e et je faisais ça tous les samedis. Déjà, tu faisais les petits garçons. Mais c'est quand même absurde. Ouais. À un âge où tu commences à peine à devenir une mini-femme. Et ils étaient là, je me souviens, ils m'avaient dit « On va te mettre un petit duvet ». J'étais là « Non !» Ils me rajoutaient un petit mono-sourcil. Et moi, j'essayais d'être genre... Déjà que moi, j'étais ce qu'on appelle a late bloomer en anglais, tu sais, où je faisais toujours une tête de moins. Ma meilleure amie en 4e, on aurait dit ma babysitter. Avec le recul, je me suis dit, mais merci d'avoir été amie avec moi parce que tu aurais pu me laisser tomber. T'as fait 1m12 pendant 18 ans. C'est exactement ça. J'ai pas eu le pic de croissance, moi c'était très tranquille comme ça. Mais je plaisante, mais ces souvenirs de comédie musicale, c'était incroyable. Mais c'était en plus, alors attends, anecdote de dingue. Mais moi, j'arrive pour ma première répète, je rencontre l'équipe pour la première fois et je rencontre pour la première fois les personnages des narrateurs. Le rôle est partagé par Emmanuel Curtil et Christophe Lemoine, que je retrouve 10 ans plus tard. Mais par hasard, je les ai pas rejoints par là, tu vois, je les ai rejoints par l'anglais, tout ça. Et surtout qu'à l'époque, moi, je me souviens, je regardais Lois et Clark à la télé. Oui. Et j'avais vu Le Seigneur des Anneaux en anglais, mais je l'avais vu aussi en français. Ouais. Et en fait, je me souviens, j'ai 13 ans, je monte les escaliers pour arriver à la répète. C'est mon premier boulot. Il y avait Superman et Sam. Et là, j'entends la voix et je suis là, c'est Superman.
Et Sam qui me dit genre je suis choquée. Et en fait déjà que j'avais le trac en arrivant, je suis vraiment arrivée, je crois que j'étais liquéfiée genre bonjour, je connais vos identités secrètes. Du coup trop bonne école parce qu'ils étaient adorables et moi j'étais avec l'équipe de Christophe Lemoine qui franchement découvrir la scène, j'avais déjà fait des spectacles, des trucs comme ça, mais je veux dire, professionnellement, avec Christophe Lemoine sur scène, c'est la régalade. Parce qu'il était tellement gentil et en même temps tellement farceur et drôle qu'au final, t'as plus peur parce que tu sais que t'as un compagnon de jeu. Il me chatouillait dans les scènes tristes. Il était derrière moi et il me chatouillait et il fallait que je pleure. Et moi, j'étais là, meilleure école. Là, c'était trop bien. Et quand je les ai retrouvés, plus de 10 ans plus tard, c'était trop cool de se remémorer ces premiers souvenirs là. Trop bien. Eh bien. On dit que tous les genres ont déjà été inventés et qu'on ne fait aujourd'hui que répéter ce qui a déjà été fait. Comment cherchez-vous à inventer, à innover vous ? Je sais pas si on peut. Alors, c'est sûr qu'on est influencé de façon plus ou moins consciente. On essaie en tout cas quand on a cette crainte de ressembler trop à quelque chose, de se recalibrer parce que s'il y a quelque chose qui est trop évident, évidemment on veut pas aller vers ça. Mais sinon, je pense qu'il y a une forme d'acceptation que dans tous les cas, on a un grand maillage de toutes ces chansons qu'on a écoutées, donc forcément on va avoir des influences. Mais la manière, je pense, de sortir de quelque chose qui a été trop fait, c'est, je pense, de ne rien s'interdire. T'as un peu ces codes de chansons, tu sais, où en plus il y a plein de chansons incroyables qui sont, tu vois, 4 accords en boucle et tout ça, et ça peut être génial, mais aussi parfois se dire, t'as envie de délirer sur le pont, ou alors, tu vois, il y a un chœur, il est un peu surprenant, mais au final, ça nous fait une bonne sensation, et ne rien vraiment s'interdire en termes de paroles, de mélodies, ça permet au bout d'un moment, tu vois, de se détacher de codes préconçus, ou tu sais, de règles, de se dire non, ça va être trop bizarre, mais au final, c'est comme ça, je pense que tu peux tendre vers quelque chose qui n'a pas encore été totalement fait, même si je suis quand même assez persuadée qu'on est le fruit de tout ce qu'on a écouté avant. Évidemment. Est-ce que ça t'est arrivé de te réveiller en pleine nuit ou un matin, de te lever, de dire oh, j'ai eu l'idée du siècle, t'écris et puis tu te rends compte c'est une chanson. Complètement. Et alors, ce que je fais aussi parfois, c'est que j'écris des chansons dans mes rêves. Dans mes rêves, je suis là, incroyable, ce titre est fou. Et je me réveille, et si j'ai la chance de m'en souvenir, c'est nullissime. Ah oui, ça arrive aussi. Ouais. Mais mon enthousiasme dans mon rêve, on dirait que j'ai écrit, c'est le prochain single d'Adèle, et je me réveille, je suis là. Ouais, ça arrive en écriture aussi. J'écris des petites histoires et ça arrive aussi. Tu te dis, mais trop bien, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, t'écris. Et puis le lendemain matin, tu te réveilles et tu vois ce que t'as écrit. Un mec rencontre une nana. Et là, tu fais 3 petits points. Incroyable. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais oui. Mais clairement, ça m'est déjà arrivé. C'est là, waouh, incroyable cette mélodie. Ah, c'est YouTube. Ça arrive. Comment voyez-vous l'avenir de votre groupe et quels sont vos projets ? Eh bien, écoute, nous, on a sorti 2 singles déjà. Et on sort un EP le 12 septembre. Donc, il y a 5 titres dessus. Et on va faire... En fait, on a pas mal de concerts qui vont arriver. Et on a trop hâte de mettre ça en action parce que c'est aussi le moment où ça prend vie un peu concrètement. Sinon, tu es toujours, tu sais, par plateforme de musique interposée avec les gens qui peuvent apprécier ce que tu fais. Donc ça, on a trop hâte de ça. Et on va faire un showcase début octobre. Et aussi, on va faire 3 premières parties de Julien Doré dans des zéniths. Donc on est trop contents. On est trop hâte. Trop hâte / mais on est trop contents parce que ça, c'est une très bonne école. Tu vas jouer devant des gens qui sont pas du tout venus te voir et qui ont très hâte de voir l'artiste qui vient après. C'est bon, ça finit quand leur truc ? C'est mignon. Du coup, je pense que c'est une très bonne école. Mais on a trop hâte et normalement, on aura d'autres. On attend des retours pour d'autres premières parties. Donc, c'est en train de prendre forme pour la rentrée. Donc, la rentrée, ça va aussi être des répètes, des résidences pour justement arriver dans ces situations et ne pas trop trembler. Ouais, garde un peu de place pour le doublage encore. Oui, avec grand plaisir. On va se faire une petite conclusion. Ouais. Tu pourras nous chantonner un truc là ? Carrément. Je peux vous chanter un petit bout du premier single qu'on a sorti. Ça fait... Volontiers. Ça s'appelle Dream On et ça fait Cliff dive, I hold your hand, naked, only human, a million laughs and no games built in, a video burning, becoming meteors. Dream on, dream on, dream on.
Dream on, dream on, dream on. Trop bien, Ça s'appelle merci. Dream On. Apparemment. Tout est dans le refrain. J'aurais pu, j'ai pas de briquet, j'aurais pu sortir. Non, on utilise les portables maintenant, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Mais c'est bien pas mal sûr. aussi, Ouais, petite c'est bien. luciole. Ça, oui, ça crame moins les cheveux de la nana qui est devant en plus. J'avoue, c'est moins dangereux. Où est-ce qu'on peut trouver les chansons de Billets doux? Bah alors sur toutes les plateformes de streaming, quelles que soient celles que les gens utilisent, et il y a aussi des clips et des sessions live sur YouTube, et il y en a pas mal d'autres qui vont arriver à la rentrée. Trop bien. On Vous a n'avez pas filmé. de site? Non, on n'a que un Instagram Ouais. et un TikTok, enfin les réseaux sociaux, mais on n'a pas encore de site, ça va arriver à la rentrée pour des petits trucs de merch et de concerts et tout ça. On a Quand trop hâte. ça marche, les réseaux, c'est quelque chose que vous faites plutôt naturellement? C'est quelque chose à contre-cœur? Il faut le faire parce qu'il faut le faire? Ou Entre les deux. c'est quoi On votre... n'est pas des très... On oublie tout le temps et parfois on Eh est là, ouais. oh, il faut qu'on communique. C'est pas quelque chose qui est... pour nous, on le voit comme du travail, en tout cas. Mais on essaye de s'obliger... Enfin, on s'est imposé la règle de faire seulement des choses qui nous plaisent pour que ce soit pas non plus trop éprouvant. Donc, par exemple, si on a fait un shooting et qu'on a apprécié, on se dit, allez, ça, on va partager, ou un petit extrait de studio, qu'on a bien aimé, ça, on partage. Mais on se dit pas, il faut absolument qu'on crée du contenu. Un selfie brosse à dents le matin, C'est ça. excellent. Non, ça, mais même, c'est juste qu'on oublie. On est là, oui, il faudrait qu'on fasse plus de contenu. Puis après, il y a une semaine qui passe et on est là. Vous n'avez donc pas de conseiller en communication? Mais le pire, c'est que si, on a des gens super au label et heureusement qu'ils sont là, ils nous donnent plein de bonnes idées puis ils nous soutiennent vachement. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils respectent aussi beaucoup le fait que nous, on n'est pas des Instagrammeurs nés, on n'est pas... Enfin, c'est pas notre principale préoccupation et ils respectent ça vachement. Ils nous disent en gros, faites des trucs qui vous plaisent et qui vous ressemblent. Et ça va très bien se passer. Si vous gardez une forme de régularité, c'est très bien. Donc déjà, ils nous ont enlevé cette pression-là. Donc on est entre les deux. C'est quoi une forme de régularité? C'est une fois par... Une fois par semaine, c'est top. Ok. Plus, ce serait cool, mais c'est compliqué, quoi. On vous recommande plus? Bah, pas forcément. Ils nous disent que déjà une fois par semaine, c'est top. Tu sais, c'est un peu pour installer un rendez-vous avec les gens. Ouais. Et on se rend compte que nous, les artistes qu'on suit, on est trop contents quand ils postent des choses. Ah, voilà. Et c'est vrai que, en fait, si tu le vois de ce point de vue-là, tu te dis, bah ouais, trop cool. Alors que quand c'est toi qui postes, t'es toujours là un peu genre, pardon, j'espère que je vous dérange pas avec mes petites infos, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est juste une manière différente de consommer les actualités des uns et des autres. Et je pense qu'il faut se déculpabiliser un peu avec ça aussi. Mais c'est comme un autre petit bout du métier qui n'a rien à voir au final avec la musique, mais qui est tellement indispensable là, surtout quand tu as un projet émergent. Bah, c'est ta seule manière de communiquer avec les gens qui sont potentiellement, qui peuvent être tes premiers, les premières personnes qui t'écoutent, c'est tes amis, les amis de tes amis, leurs amis. Donc c'est ton point de départ et je pense qu'il faut aujourd'hui en tout cas le chérir parce que c'est ta base un peu de personnes de confiance, tu vois. La fanbase, bien sûr. La fanbase, je sais pas, mais au moins les gens qui te soutiennent, qui sont un peu intéressés. Et c'est tellement le point de départ précieux quand tu commences un projet out of the blue comme ça que... Ouais, non. Mais on se discipline de plus en plus. On est là. Bon, dans 3 jours, on en fait. On a le temps de réfléchir. On brainstorm. Un petit Qu'est-ce truc qu'on va créatif, poster? ouais. C'est On ça. va faire parler les chaussettes. C'est clair, parfois, faut vraiment se creuser la tête. Bon, bah, je vous souhaite bien du courage. Merci, Merci. Casey. Merci Et à merci aussi pour ta bonne humeur de toujours dans Bah, la vie, au merci. travail, partout. Elle fait un bien doux. Bon, c'est gentil. Oh, c'est joli ce que t'as fait. Ouais, t'as vu? Merci beaucoup à toi. J'étais hyper à l'aise alors que les interviews, parfois, c'est stressant. Ah bah, quoi, tu vois, T'es comme très quoi. fort. C'est une interview douce. C'est ça, exactement. Allez, salut l'artiste. Salut!